Je m'appelle Evelyne Grèce-Moreau. J'ai 64 ans. Une comptable à la retraite qui a passé 4 décennies à maintenir à flot l'entreprise maritime de mon mari, en coulisses. Il y a 3 mois, Daniel, mon époux depuis 41 ans, est décédé. Il a laissé derrière lui un héritage d'une valeur de 45 millions d'euros et plus de souvenirs que je ne peux en compter. La nuit où tout a commencé, je me trouvais dans le salon de mon fils. Une longue table en noyer s'étendait entre nous, polie jusqu'à briller, placée sous une lumière LED froide qui donnait à chaque coin de la pièce un aspect stérile. Les assiettes sur le buffet luisaient comme si elles n'avaient jamais contenu le moindre repas. En face de moi était assis Michel, mon unique enfant, le garçon que j'avais autrefois bercé pendant des nuits fiévreuses, l'homme que j'avais vu partir dans un costume sur mesure pour son premier jour au cabinet. Maintenant, son ton était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. « Si tu ne signes pas ça, maman, » dit-il en tapotant la pile de papiers juridiques entre nous. « Tu ne fais plus partie de cette famille. » J'ai regardé l'entête. Procuration. Mon nom en encre noire, attendant ma signature. Son nom figurait sous le mien comme unique partie contrôlante. Ma main est devenue froide. Un souvenir a jailli. La réunion au cabinet de maître Arthur Blanc, 2 semaines auparavant. L'avocat de Daniel m'avait fait asseoir, ses lunettes basses sur son nez, et avait lu le testament que Daniel avait signé. J'avais été désignée unique héritière de chaque centime, de chaque action, de chaque propriété. Mon fils et sa femme Clara n'étaient pas mentionnés, sauf pour noter qu'ils avaient été soutenus financièrement tout au long de leur vie d'adulte. Je me souviens de la façon dont le visage de Michel s'était crispé pendant qu'Arthur parlait. Je me souviens des lèvres de Clara s'entr'ouvrant, puis se pressant l'une contre l'autre comme pour retenir une malédiction. Et je me souviens d'Arthur glissant une enveloppe séparée vers moi. Daniel a été très clair sur ses intentions. « Evelyne, il voulait que vous soyez la gardienne de tout ce que vous avez construit ensemble. » Cette nuit-là, après la lecture du testament, Michel n'a pas appelé. Clara n'a pas envoyé de message. Mais nous étions là maintenant, leur salle à manger lourde de l'odeur de cire au citron et de quelque chose de plus âcre. La vérité tacite que ce n'était pas une question de deuil. C'était une question de contrôle. Michel se pencha en avant, sa voix plus basse, plus tranchante. « Papa a bâti Moreau Maritime pour que la famille puisse bien vivre. Tu n'as aucune idée de comment gérer 45 millions. Tu vas tout gaspiller. Signe ça et je gérerai tout pour nous tous. On s'occupera de toi. » J'ai étudié son visage. Les yeux de mon fils avaient la couleur de ceux de Daniel, mais aucune de sa patience. Clara était assise à ses côtés, le dos droit, ses ongles manucurés reposant sur le bord de la table. Elle souriait comme si nous discutions de projets de vacances. « Pense Y, Evelyne, » dit-elle. « Tu n'auras pas à gérer tout ce stress. Garde quelques millions pour toi. Vis tes jours dans le confort. Laisse le vrai travail à Michel. » Ma voix est restée calme. « Ce n'est pas ce que ton père voulait. » La mâchoire de Michel se serra. « C'est ce qui est juste. » Pendant un instant, j'ai laissé le silence s'installer entre nous. J'ai pensé aux nuits où je veillais pour équilibrer les comptes de Daniel quand il était en mer, au repas que j'emballais pour Michel pendant sa scolarité, aux vêtements que je raccommodais, au linge que je lavais, à la vie que j'avais construite autour d'eux. Dans ma tête, j'entendais les mots se former, ma vérité, simple et solide. J'étais celle qui lavait chaque serviette pour ce garçon. Maintenant, il veut laver ma vie de sa mémoire. Michel a fait glisser le stylo vers moi. Signe. J'ai tendu la main vers le stylo. Mes doigts se sont enroulés autour. J'ai senti son poids. Puis je l'ai posé sur le papier. Pas pour signer, mais pour le repousser de l'autre côté de la table. Non. C'était un seul mot, mais il a rempli la pièce. Le sourire de Clara vacilla. Les narines de Michel se dilatèrent. « Tu fais une erreur, » dit-il. Je me suis levée, lissant le devant de mon pull. J'ai fait des erreurs avant, Michel. Celle-ci n'en est pas une. Cette nuit-là, ils m'ont mise à la porte de l'appartement où je vivais depuis que la santé de Daniel avait commencé à décliner. Un appartement que Michel possédait commodément par l'intermédiaire d'une de ses sociétés immobilières. J'ai fait 2 valises depuis la terrasse arrière sous les yeux vigilants d'un agent de sécurité engagé, et j'ai conduit dans l'obscurité vers le domaine de Daniel au bord de la mer. Au lever du soleil, j'avais ouvert la porte d'entrée avec la clé que Daniel m'avait mise dans la main des années auparavant, en disant « Cet endroit sera toujours à toi, Evie. » Ce que je ne savais pas alors, c'est que le lendemain matin, Michel viendrait le réclamer, dévalant l'allée pour prendre ce qu'il croyait être à lui,
et qu'il s'arrêterait net en voyant qui se tenait à mes côtés. J'avais 22 ans l'été où j'ai rencontré Daniel Moreau. À l'époque, le port était ma deuxième maison. Je travaillais comme employé de bureau dans un bureau exigu du port, enregistrant les manifestes, classant les connaissements et répondant à des téléphones qui ne cessaient de sonner. Daniel était matelot sur un remorqueur taché de rouille, tout en peau bronzée par le soleil et avec un sourire qui pouvait fendre le matin le plus gris. Je me souviens de la première fois que je l'ai vu, appuyé contre la rambarde, les manches retroussées, un thermos dans une main, une trace de graisse le long de sa mâchoire comme si elle y avait sa place. Il avait cette façon de vous regarder, stable et sans hâte, comme s'il mesurait la vérité sur votre visage. Nous avons parlé autour d'un café de la machine distributrice dans la salle de pause du quai. À la troisième conversation, il me parlait de son rêve de posséder une flotte, de construire une entreprise à partir de zéro, pour que personne ne puisse lui dire quand où travailler. J'avais entendu beaucoup d'hommes parler en grand, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins de vantardise, plus de plans directeurs. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, les rendez-vous n'étaient pas des dîners aux chandelles ou des soirées cinéma. C'étaient des déjeuners sur le pont du remorqueur, l'air épais de sel et de diesel. Je m'asseyais en tailleur sur un rouleau de corde pendant qu'il mangeait un sandwich sorti d'un sac en papier brun. Et parfois, il sortait une pomme de sa poche. Même avec ses doigts glissants d'huile de moteur, il la coupait soigneusement avec son couteau de poche et m'offrait la plus grande moitié. Du carburant pour la comptable, disait-il, comme si tenir les registres et les plannings était aussi vital que de barrer le bateau. Lorsque nous nous sommes mariés, Daniel avait économisé assez pour acheter son premier navire, un remorqueur usé mais robuste nommé le Marbel. Nous l'avons baptisé ensemble, lui avec la bouteille de champagne, moi avec un presse-papier plein de factures et un grand livre peint à la main. Il s'occupait de la mer, je m'occupais de la terre. C'était notre pacte. Puis est venu Michel. J'avais 26 ans. Daniel en avait 30. La maternité n'était pas quelque chose que j'avais planifié avec précision, mais quand Michel est né, toutes les autres priorités se sont estompées. Daniel était sur l'eau plus souvent qu'à son tour, et je suis devenue la constante. Les couches, les biberons de minuit, les visites chez le pédiatre, puis les trajets à l'école et les devoirs à la table de la cuisine. Pendant un certain temps, j'ai essayé de garder mes propres petits clients en comptabilité à côté. Mais un hiver, alors que Daniel avait accepté un remorquage à haut risque qui l'a tenu éloigné pendant des semaines, Michel est tombé malade d'une pneumonie. Je me souviens d'être assise dans la chambre d'hôpital sous cette lumière fluorescente vacillante, réalisant que je ne pouvais pas continuer à jongler entre deux mondes. J'ai laissé partir mes derniers clients et j'ai entièrement tourné mon attention vers la maison et Moreau Maritime. Soutenir l'entreprise en coulisses signifiait plus que de la paperasse. Je répondais aux appels des fournisseurs quand Daniel était hors de portée radio. Je maintenais la paix à jour, même si cela signifiait livrer les chèques en main propre aux épouses des membres de l'équipage. J'ai appris les rythmes du port si bien que je pouvais dire à l'odeur du vent si la flotte rentrerait tôt ou tard. Pour mon 30e anniversaire, Daniel m'a tendu une petite boîte en velours au petit déjeuner. À l'intérieur se trouvait une barrette en argent, simple mais finement ouvragée, gravée de la date de lancement du Marbel. Quelque chose pour retenir tes cheveux quand tu travailles, dit-il. Mais je savais que c'était plus que ça. C'était un marqueur, un rappel de la vie que nous construisions côte à côte. Je la portais presque tous les jours, même quand je pliais simplement le linge ou que je préparais un ragoût. Elle est devenue une partie de moi, comme mon alliance. Les années se sont transformées en décennies. Nous avons fait passer l'entreprise d'un remorqueur à une flotte de 6, ajouté un chantier de maintenance et ouvert un bureau qui ne sentait pas perpétuellement l'huile et les algues. Michel a grandi avec le son des moteurs et des mouettes comme berceuse. Il passait ses étés à peindre des coques et à enrouler des cordes, bien que Daniel ne l'ait jamais poussé vers l'entreprise. Nous pensions lui donner le choix que nous n'avions jamais eu, la liberté de décider de son propre chemin. En y repensant, c'était peut-être la première fissure. Michel voyait le confort qui venait du travail acharné, mais pas toujours le travail lui-même. Et moi, dans ma fierté silencieuse, je n'ai jamais pensé à lui montrer les livres de compte tard le soir, les piles de factures impayées que je poursuivais, l'inquiétude silencieuse lorsque les prix du carburant montaient en flèche. Pourtant, pendant la majeure partie de notre mariage, nous étions une équipe. Même dans les désaccords, Daniel avait une façon de les terminer par un hochement de tête, un demi-sourire et un « on trouvera une solution, Evie ». Et nous trouvions toujours. Cette barrette est restée avec moi à travers tout ça. Réunions d'entreprise, baptême de nouveaux navires, fêtes de famille, quand Daniel rentrait à la maison sentant l'embrun.
C'était la chose que je prenais sans réfléchir. Le petit morceau d'argent qui disait « Peu importe ce qui changeait, certaines choses étaient ancrées ». Je ne savais pas alors à quel point j'aurais besoin de cette encre. Pas avant que Daniel ne soit parti et que les marées de ma propre famille ne tournent d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Daniel est mort un mardi matin de fin mai, en arrosant ses rosiers. J'étais à l'intérieur en train de rincer les plats du petit déjeuner quand le bruit du tuyau d'arrosage tombant sur le sol m'a fait regarder par la fenêtre. Il était allongé sur le chemin de briques, sa main encore à moitié recroquevillée comme s'il tenait la lance. Le temps que les ambulanciers arrivent, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont dit que c'était rapide, qu'une crise cardiaque massive l'avait emporté avant même qu'il ne puisse sentir la douleur. La maison semblait vide après ça. La cuisine a senti la rose pendant des jours. Le tuyau d'arrosage était toujours enroulé en un tas humide là où je l'avais laissé. Des amis sont venus et repartis, apportant des plats que je touchais à peine. Je traversais tout cela en pilote automatique. Mon esprit rejouait notre dernière conversation. Lui me rappelant de vérifier le courrier pour une pièce qu'il avait commandée. Moi lui disant de ne pas trop arroser les fleurs jaunes. Aux funérailles, je portais la barrette en argent qu'il m'avait offerte des décennies auparavant. Elle se balançait sur ma tête comme une ancre. Michel est arrivé en retard, déjà au téléphone alors qu'il se dirigeait vers la tombe, un doigt pressé contre son oreille. Clara le suivait à quelques pas, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Elle a sorti son téléphone avant même le début du service, le dirigeant vers les arrangements floraux autour du cercueil. Pour la publication de remerciements plus tard, a-t-elle chuchoté, comme si c'était une partie normale du deuil. Je suis restée immobile, les mains jointes, regardant les lèvres du pasteur bouger pendant que mon fils continuait de vérifier son écran. Lorsque la prière finale s'est terminée, les plus anciens membres d'équipage de Daniel se sont alignés pour me serrer la main, leurs paumes rugueuses et chaudes. Michel s'est éloigné à mi-chemin, tapotant à nouveau sur son téléphone. 2 semaines plus tard, Arthur Blanc a appelé. L'avocat de Daniel depuis plus de 30 ans. Arthur avait été à la fois conseiller commercial et ami. « Evelyne, dit-il, nous devons examiner le testament de Daniel. Pouvez-vous venir demain ? Michel sera là aussi. » Son cabinet se trouvait dans un bâtiment en briques reconverti près du front de mer. L'odeur de l'air salin atteignait encore le hall, se mêlant à l'odeur des vieux fauteuils en cuir. Michel était déjà dans la salle de conférence quand je suis arrivée, vêtu d'un costume bleu marine et d'un regard qui pouvait couper l'acier. Clara était assise à côté de lui dans un chemisier crème, faisant défiler son téléphone sans lever les yeux. Arthur m'a salué d'un petit hochement de tête et m'a fait signe de m'asseoir. Il a ouvert un épais dossier, a ajusté ses lunettes et a commencé à lire de sa manière stable et délibérée. Moi, Daniel Moreau, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente tous mes biens, personnels, financiers et commerciaux, à mon épouse Evelyne Grace Moreau. Cela inclut, sans s'y limiter, tous les comptes bancaires, les investissements, les biens immobiliers et la pleine propriété de Moreau Maritime, évalués à environ 45 millions d'euros. Je ne fais aucune disposition pour mon fils, Michel Moreau, ou sa femme, Clara Moreau, car ils ont été soutenus financièrement durant leur vie d'adulte. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang calme. J'ai senti la pièce devenir silencieuse, l'air lourd. Le visage de Michel s'est vidé, puis a rougi. Le téléphone de Clara a glissé de sa main sur la table avec un bruit sourd. Arthur a continué. Daniel a signé ce testament le 10 février de l'année dernière. À ce moment-là, il a subi une évaluation médicale complète pour confirmer sa compétence. J'ai ici le certificat du docteur Leloup attestant qu'il était pleinement sain d'esprit et comprenait toutes les dispositions. Il a fait glisser le document sur la table vers moi. Michel l'a attrapé avant. Que je ne puisse le toucher. C'est ridicule, a-t-il claqué. Papa ne m'aurait jamais déshérité. Pas à moins que quelqu'un ne l'ait convaincu. Ses yeux se sont posés sur les miens, perçants et accusateurs. Qu'est-ce que tu lui as dit, maman ? J'ai gardé ma voix égale. Rien qu'il ne savait déjà. Clara s'est penchée en avant, son ton mielleux mais ses yeux durs. Tu ne peux pas diriger une entreprise, Evelyne. Michel s'est préparé à ça toute sa vie. Laisse-le prendre ce fardeau. Arthur s'est éclairci la gorge. La décision de Daniel était claire et délibérée. Il voulait qu'Evelyne ait le plein contrôle. Michel a repoussé sa chaise de la table, les pieds de la chaise raclant le parquet. On verra ça. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu la main vers la barrette en argent à l'arrière de ma tête,
la pressant légèrement entre mes doigts, et j'ai attendu la tempête que je savais imminente. Ce soir-là, Michel m'a appelé pour me demander de venir chez lui. Sa voix était sèche, professionnelle, comme celle de Daniel lorsqu'il négociait avec un fournisseur. J'ai conduit sous un ciel bas et meurtri, l'air épais de la promesse de pluie. Leur salle à manger ressemblait à une photo de magazine de décoration. Des suspensions tamisées, une table en bois poli, un centre de table de lys blanc à l'odeur trop sucrée. Clara m'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et m'a versé un verre de vin avant que je puisse refuser. Nous avons discuté, commença-t-elle en se glissant sur sa chaise à côté de Michel. Cette situation pourrait encore bien se terminer pour tout le monde. Tu as hérité de tant de choses, Evelyne, plus que ce dont n'importe qui a besoin pour une seule vie. La chose juste à faire est de partager. Elle a dit le mot « partager », comme si c'était un cadeau que je lui refusais. Michel s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. Clara a raison. 45 millions, c'est beaucoup à gérer. C'est compliqué. Tu n'es pas habitué à ce genre de responsabilité. Laisse-moi m'en occuper. Nous garderons les choses en famille. J'ai siroté le vin, laissant le silence s'étirer. Daniel voulait que je prenne ses décisions. La bouche de Michel se crispa. Papa voulait que la famille soit prise en charge. C'est ce que je fais. Mais si tu insistes pour tout garder, tu pourrais trouver que ta vie devient moins confortable. J'ai croisé son regard. Est-ce une menace? Il s'est adossé, son ton presque désinvolte. Tu sais, cet appartement où tu vis? Celui près de la marina? Je possède l'immeuble par l'intermédiaire d'une de mes SARL. Si nous ne pouvons pas trouver un accord, je pourrais faire résilier ton bail. Tu devrais déménager rapidement. Les mots ont frappé comme de l'eau de mer glacée. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le sol avait basculé, comme si j'étais de retour sur un pont par gros temps sans rien à quoi m'agripper. Mon propre fils, le garçon à qui j'avais appris à nager, menaçait de me pousser en pleine mer sans bouée de sauvetage. Clara a tendu la main vers la mienne sur la table, ses bagues scintillant à la lumière. Ça n'a pas besoin de mal tourner. Cède le contrôle. Garde quelques millions pour toi et vis sans le stress. N'est-ce pas mieux que de se battre? J'ai baissé les yeux sur ses doigts, parfaitement manucurés, reposant légèrement sur les miens comme si elle offrait du réconfort au lieu de fermer un piège. J'ai pensé aux nuits où j'avais veillé sur les fièvres de Michel, au déjeuner que j'avais préparé, aux fois où j'avais raccommodé ses chemises avant un entretien important. Tout cela semblait se réduire à une piqûre d'épingle à ce moment-là, avalé par le calcul froid dans sa voix. J'ai posé mon verre et je me suis levée. Merci pour le dîner. Je vais me raccompagner. La voix de Michel m'a suivi. Pense Y, maman. C'est ta dernière chance de prendre la bonne décision. Dehors, la pluie avait enfin éclaté, régulière et implacable. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mais au lieu de démarrer le moteur, je suis restée assise là une longue minute, écoutant le tambourinement sur le toit. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la conscience aiguë et claire que la ligne avait été franchie. De retour à l'appartement, la lumière de sécurité s'est allumée lorsque j'ai ouvert la porte. Je suis allée directement au placard de la chambre et j'ai sorti 2 valises. J'y ai mis l'essentiel, vêtements, articles de toilette, le dossier de documents importants que je gardais dans le classeur. Sur l'étagère du haut, j'ai attrapé la petite boîte en cèdre que Daniel avait sculptée des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient les lettres qu'il m'avait écrites au fil des décennies, liées en un paquet avec de la ficelle. J'ai glissé la boîte dans mon sac. Quand j'ai fermé la dernière valise, j'ai regardé une dernière fois la pièce. Les meubles, les photos encadrées, les rideaux que j'avais cousus moi-même. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. J'ai roulé les valises jusqu'à la porte, j'ai attrapé mon imperméable et je suis sortie. Le couloir sentait légèrement le béton humide. J'ai verrouillé la porte derrière moi, non pas parce que je m'attendais à revenir, mais parce que la laisser ouverte ressemblait trop à une reddition. Le temps d'atteindre le parking, la pluie traversait mon manteau. J'ai chargé les valises dans le coffre et j'ai placé délicatement la boîte en cèdre sur le siège passager. En me glissant du côté conducteur, j'ai vu mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Cheveux humides, visage déterminé, yeux stables. J'ai démarré le moteur et je suis partie, les essuie-glaces balayant d'avant en arrière à un rythme régulier. Quelque part là-bas, au-delà du rideau de pluie, se trouvait la maison de Daniel au bord de la mer. L'endroit qu'il m'avait dit un jour serait toujours le mien. Ce soir, ce serait mon port. Le trajet jusqu'à la côte a duré un peu plus d'1 heure.
L'autoroute était presque vide à cette heure tardive. La pluie m'a tenu compagnie tout le long du chemin, s'adoucissant en une brume à l'approche de l'eau. Quand j'ai tourné dans la route étroite qui menait à la maison de Daniel, l'odeur de sel et de pain m'a frappé comme une vague. Les phares ont balayé le porche familier, les bardeaux de cèdre sombres d'humidité. J'ai déverrouillé la porte, la clé s'insérant aussi facilement que le jour où il me l'avait donnée. Les gonds ont grincé au même endroit, un son qui ressemblait à un accueil. À l'intérieur, l'air portait la légère odeur de bois de pin et la trace de l'eau de Cologne de Daniel, celle avec une pointe de bois de santal qu'il portait tous les jours. Son imperméable était toujours accroché près de la porte, les poignets raides de la dernière tempête dans laquelle il avait été pris. J'ai posé les valises juste à l'intérieur, mais je n'ai pas défait mes bagages. Le grondement sourd de l'océan traversait les murs, régulier et profond, m'ancrant. J'ai traversé lentement les pièces, mes doigts effleurant les surfaces comme pour saluer de vieux amis. Le tapis du salon avait encore une petite ondulation là où il avait renversé du café et ri de sa propre maladresse. Sur la cheminée, l'horloge faisait un léger tic-tac, marquant le temps comme si rien n'avait changé. Dans la cuisine, j'ai allumé la lumière au-dessus de la cuisinière. La lueur jaune et chaude adoucissait tout. Le bois usé des placards, les boîtes en céramique. Pas l'étiqueté de ma main, le bord ébréché du comptoir où Daniel avait l'habitude de s'appuyer en me racontant sa journée. J'ai passé ma main sur la surface fraîche, me souvenant des innombrables dîners que nous avions préparés côte à côte ici. J'ai ouvert le tiroir du haut près du frigo où Daniel gardait de petites choses, des élastiques, des clés de rechange, un canif. Sous une serviette en lin plié se trouvait une petite enveloppe avec mon nom écrit de sa main. Mon souffle s'est coupé. Le papier était épais et l'encre avait légèrement bavé sur les courbes des lettres. Je me suis assise à la table de la cuisine avant de l'ouvrir, les pieds de la chaise raclant doucement le sol. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres. Ces mots étaient simples. Garde-le et utilise-le comme bon te semble. Pas besoin d'explication. Je te fais confiance. L'écriture était un peu penchée, comme s'il l'avait écrit rapidement, mais il n'y avait rien de précipité dans le poids de ces mots. Ma gorge s'est serrée. Daniel n'avait jamais été un homme de long discours, mais quand il disait quelque chose, cela s'enracinait en vous. J'ai posé la lettre et j'ai cherché dans la poche de mon manteau la barrette en argent. Le métal était froid contre ma paume, la surface toujours lisse à l'exception d'une minuscule égratignure sur le fermoir. Il me l'avait offerte pour mes 30 ans, disant qu'elle lui rappelait le clair de lune sur l'eau. Je ne l'avais pas portée depuis des années. Mais maintenant, en la tenant dans cette maison, elle me semblait être l'encre vers laquelle je dérivais sans m'en rendre compte. Je me suis adossée à la chaise, le bourdonnement du réfrigérateur et le battement de cœur de l'océan se fondant en un rythme régulier. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, les vagues roulaient, leurs crêtes captant le peu de lumière qui filtrait à travers les nuages. Je pouvais presque entendre la voix de Daniel, basse et calme, me disant que les tempêtes passent et que la marée revient toujours. Je suis restée là longtemps, la lettre ouverte à côté de moi, ma main reposant sur la barrette. Cette maison était plus que des murs et un toit. C'était le dernier endroit qui semblait entièrement nôtre, intact de toute revendication. Ce soir, elle est devenue mon sanctuaire. Demain, ce serait l'endroit où je recommencerais. La lumière du matin sur cette partie de la côte arrivait toujours lentement, filtrée par la brume avant d'atteindre les fenêtres. J'étais encore en robe de chambre quand j'ai entendu des pneus sur le gravier et le faible murmure de voix. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Arthur se tenait là avec sa mallette en cuir, et à côté de lui, une femme dans un manteau bleu marine bien coupé, ses cheveux sombres soigneusement épinglés. Derrière eux, un homme aux larges épaules en coupe-vent portait ce qui ressemblait à un vieux journal de bord en toile. « Evelyne », m'a salué Arthur avec ce ton mesuré qu'il utilisait toujours lorsque les affaires étaient importantes. « J'espère que vous ne m'en voulez pas. Il y a quelques personnes que Daniel voulait que vous rencontriez. Enfin, que vous rencontriez à nouveau dans un cas. » La femme s'est avancée. « Marina Lefebvre », dit-elle en tendant la main. Sa poignée était chaude, ferme. « Je me suis occupée des affaires financières de votre mari ces 15 dernières années. » L'homme a hoché la tête. « Thomas Durand, capitaine du port chez Moreau Maritime. J'ai travaillé avec Daniel depuis qu'il a amarré sa première corde au quai. » Sa voix avait la cadence facile de quelqu'un qui a passé sa vie près de l'eau. Je les ai fait entrer, l'odeur de café flottant encore dans l'air. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, la même où Daniel et moi avions pris tant de décisions, grandes et petites. Marina a fait glisser un dossier relié en cuir vers moi. «
Voici les portefeuilles d'actifs complets. Immobilier, investissement, participation dans l'entreprise. Daniel gardait tout à votre nom ou dans la fiducie, séparé de toute réclamation extérieure. Il était méticuleux. J'ai tracé le bord du dossier avec mon doigt avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des onglets étaient étiquetés avec une précision impeccable. Des propriétés que j'avais à moitié oubliées que nous possédions. Des comptes avec une croissance stable et tranquille. Il n'y avait pas d'excès, pas de désordre caché, juste le genre de structure prudente en laquelle Daniel avait toujours cru. Thomas a posé le journal de bord sur la table à côté, sa couverture éraflée par des années d'air salin. Il m'a dit de vous apporter ça le moment venu, a dit Thomas. Ce ne sont pas des registres commerciaux. Ce sont ses propres notes. Les pages sentaient légèrement l'huile et la mer. L'écriture de Daniel les remplissait. Horaires des marées, journaux de réparation, croquis d'aménagement de quai. Puis plus loin, des mots qui m'ont serré la poitrine. 12 juin 2019. Michel a encore demandé de vendre le port à ce groupe de promoteurs. Je lui ai dit non. L'eau est notre bouée de sauvetage, pas une monnaie d'échange. Evelyne comprend ça. Elle voit le port pour ce qu'il est. Travail, héritage, communauté. C'est pourquoi ça devrait être à elle quand je serai parti. J'ai cligné des yeux. Les mots ont nagé un instant. Daniel n'avait pas beaucoup parlé de cette réunion à l'époque, il avait juste mentionné que Michel avait des idées. Mais c'était là, de sa propre main. Le raisonnement mis à nu. Une autre entrée. 4 août 2021. Si Arthur lit ceci, c'est que je ne suis plus là. Assure-toi qu'Evelyne sait qu'elle a le dernier mot. Elle a traversé des tempêtes que je ne peux même pas nommer. C'est pourquoi elle protégera ce qui compte. J'ai refermé le livre avec précaution, ma main reposant sur la couverture usée. Pour la première fois depuis les funérailles de Daniel, j'ai ressenti autre chose qu'un deuil creux. C'était la forme d'une vérité. Daniel m'avait choisi, non par habitude ou par obligation, mais par confiance. Arthur s'est légèrement adossé, me regardant. Il ne gardait pas beaucoup de gens proches de lui, Evelyne, mais ceux qu'il gardait, eh bien, vous les regardez. Marina a souri faiblement. Nous sommes là pour vous, non pas parce que c'est notre travail, mais parce que Daniel a clairement indiqué que c'est vous qui devez porter cela. J'ai alors compris que c'était mon équipe maintenant. Pas une famille de sang, mais de choix. Des gens qui connaissaient les principes de Daniel, qui respectaient ce que nous avions construit. Des gens qui n'étaient pas là pour prendre, mais pour se tenir à mes côtés. J'ai versé plus de café, mes mains plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des jours. Dehors, la marée montait, l'eau poussant doucement contre les pilotis. À l'intérieur, j'ai senti un changement silencieux, comme la quille d'un bateau trouvant son équilibre après une vague soudaine. Quoi qu'il arrive, je n'étais pas seule. Le texto est arrivé juste après le dîner, alors que la cuisine était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Michel, les mots secs et froids. Demain, 9 heures. Je viens chercher les affaires de papa. Ne rends pas les choses difficiles. Je l'ai lu 2 fois, mon pouce planant sur l'écran. Il n'y avait pas de salutation, pas de question, pas même un s'il te plaît, juste une attente, comme s'il envoyait un coursier chercher un colis. Arthur était encore assis à la table, examinant des documents avec Marina. J'ai glissé le téléphone vers lui. Ses yeux se sont plissés en lisant. « Laissez-le venir, dit-il après un temps, sa voix basse et certaine. Nous serons prêts. » Je l'ai regardé. « Arthur, je ne cherche pas la guerre. » Il a secoué la tête. « Ce n'est pas une guerre, Evelyne. C'est une ligne rouge. Ils ne peuvent pas décider de ce qui leur appartient simplement en le disant. Vous avez le testament, la fiducie, le titre de propriété et la loi de votre côté. Mais vous avez aussi quelque chose de plus puissant. Ils savent que vous n'avez pas peur de vous tenir seul. Je voulais y croire, mais mon estomac était noué. De la même manière qu'il l'avait été la première fois que j'avais envoyé Michel à la maternelle et que je l'avais vu pleurer à la porte. À l'époque, je voulais le prendre dans mes bras et rendre le monde doux pour lui. Maintenant, c'était lui qui amenait la tempête à ma porte. Après le départ d'Arthur et Marina, j'ai parcouru lentement la maison. L'imperméable de Daniel était toujours accroché près de la porte, ses bottes bien alignées en dessous. Sur la cheminée, la barrette en argent qu'il m'avait offerte pour mes 30 ans reposait dans une petite coupelle en verre, captant la lumière de la lampe. Ce petit morceau de métal avait traversé chaque déménagement, chaque saison.
Je l'ai glissé dans ma poche sans réfléchir. À l'étage, j'ai ouvert le coffre en cèdre au pied du lit. À l'intérieur se trouvaient les lettres que Daniel m'avait écrites au fil des ans, l'encre s'estompant mais les mots toujours forts. Je les ai placés avec soin dans la boîte en bois que j'avais apportée de chez Michel, avec la photo encadrée de notre 25e anniversaire. Si Michel voulait venir chercher les affaires de son père, il ne les trouverait pas traînées. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de camomille, faisant une liste silencieuse. Arthur avait pris des dispositions pour qu'un notaire soit là le matin, ainsi que Thomas Duport. Marina serait de retour aussi, avec des copies de tous les documents pertinents. Il ne s'agissait pas de barricader l'endroit. Il s'agissait de faire comprendre que ce n'était pas une maison abandonnée dans laquelle il pouvait simplement entrer. C'était ma maison maintenant. Quelque temps après minuit, la pluie a commencé, douce d'abord, puis régulière contre les fenêtres. J'ai pensé à cette nuit chez Michel, sortant sous l'averse avec mes valises, au froid qui m'avait frappé, au son de la porte se fermant derrière moi qui avait résonné dans ma poitrine. J'avais eu l'impression d'être poussé en pleine mer sans gilet de sauvetage. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, c'était moi qui étais sur le rivage, regardant la marée monter, choisissant où me tenir. À 4 heures du matin, j'étais habillée et prête. La maison sentait légèrement le café que j'avais mis à préparer. J'ai attaché mes cheveux en arrière, les fixant avec la barrette en argent. Mon reflet dans la fenêtre était plus calme que je ne l'avais prévu. Marqué par les années, oui, mais le regard stable. L'horloge avançait vers le matin. Je savais que l'on frapperait à la porte. Je savais aussi que lorsque cela arriverait, j'ouvrirais la porte, non pas comme quelqu'un attendant de voir ce qu'on allait lui prendre, mais comme la gardienne de ce que Daniel m'avait confié. Je ne cherchais pas la bagarre, mais j'en avais fini de me faire dire de me mettre de côté. Juste après le lever du soleil, on a frappé à la porte arrière, doucement, familièrement. J'ai ouvert pour trouver Éléonore Dubois enveloppée dans un châle en laine, ses cheveux argentés soigneusement rangés sous un chapeau de pluie. Elle avait été juge à la Cour supérieure pendant 30 ans avant de prendre sa retraite sur cette portion de côte, et elle avait le genre de présence qui faisait que même le silence ressemblait à un verdict. Elle est entrée sans demander, posant un panier de croissants sur le comptoir. « J'ai entendu ce qui se passe, dit-elle, ses yeux fixés sur les miens. Si ça en arrive là, je serai votre témoin. » Son étreinte était chaleureuse mais ferme, du genre qui vous dit que quelqu'un a déjà décidé d'être de votre côté. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors à quel point j'en avais eu besoin. « Merci, ai-je dit, et je le pensais plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Marina est arrivée ensuite, son sac d'ordinateur portable en bandoulière. Elle est allée directement à la table de la salle à manger, installant son ordinateur et une petite imprimante portable. « J'ai téléchargé tous les fichiers pertinents, dit-elle, les doigts déjà en mouvement. Relevé bancaire, document de fiducie, le titre de propriété mis à jour, tout est horodaté et notarié. » Thomas est entré juste derrière elle, portant un lourd classeur. J'ai fait des copies papier des journaux de bord de Daniel et de ses entrées de journal personnel, dit-il. Ce sont les pages qui mentionnent Michel et ses offres de vente. Et là, il a tapoté une section marquée d'un signet. C'est là que Daniel écrit que le port restera dans la famille, mais à votre nom uniquement. Arthur a été le dernier à arriver, son manteau encore humide de brouillard. Il a posé sa mallette et a sorti un dossier. La sécurité est en attente, dit-il. 2 hommes du cabinet seront postés à la grille. J'ai également programmé l'installation de caméras cet après-midi. Même s'ils essaient de transformer cela en une scène émotionnelle, nous aurons un enregistrement clair de tout. J'ai senti un bourdonnement silencieux de préparation dans la maison, comme si chaque personne apportait avec elle une autre couche de défense, une autre raison de se tenir droite. Quand ils se sont installés dans leurs tâches, je me suis éloignée un instant. La fenêtre du salon encadrait la mer dans une douce lumière grise. Dehors, la marée montait, lente et certaine, les bords blancs des vagues se repliant contre le rivage. J'ai posé ma main sur le rebord de la fenêtre, et le souvenir est revenu en couleur. Daniel, le jour où nous avons signé l'acte de vente de cet endroit, me pressant les clés de la maison dans la paume. « C'est à toi autant qu'à moi, » avait-il dit. « Si jamais je ne suis plus là, je veux que tu sois ici, en sécurité. » C'était il y a des années, avant que Michel ne se durcisse en quelqu'un que je reconnaissais à peine. À l'époque, les clés semblaient être un geste d'amour. Maintenant, elles ressemblaient à une promesse que j'étais obligée de tenir. Je suis restée là un moment,
laissant le bruit des vagues m'imprégner. La journée ne serait pas facile, mais les gens dans cette maison et la trace écrite que nous avions constituée étaient plus qu'une défense. C'était la preuve que je n'étais pas seule. Pas vraiment. Derrière moi, j'entendais le murmure silencieux des voix, le tapotement des touches, le bruissement des papiers. Chaque son était une pièce du mur que nous construisions, brique par brique, entre ma vie et la tempête sur le point de frapper à la porte. Quand je me suis enfin détournée de la fenêtre, je me sentais plus stable. Non pas parce que je croyais que Michel reculerait, mais parce que je savais que j'étais prête à tout ce qui allait arriver. Et la préparation, avais-je appris, était sa propre forme de paix. À 9 heures précises, le bruit des pneus crissant sur le gravier a rompu le silence. Je me tenais dans le salon, les mains vaguement jointes, regardant par la fenêtre avant le SUV de Michel apparaître. Clara était sur le siège passager, des lunettes de soleil malgré le ciel nuageux. Ils n'ont regardé la maison qu'après avoir coupé le moteur. Dès qu'ils sont entrés, leurs expressions ont changé. Ils s'attendaient à me trouver seule, peut-être incertaine, peut-être suppliante. Au lieu de cela, ils ont trouvé Arthur assis à la table de la salle à manger avec une pile de documents bien rangés, Marina avec son ordinateur portable ouvert et son imprimante bourdonnant doucement, Thomas avec le journal de bord du port posé sur son genou, et Éléonore dans le fauteuil près de la fenêtre, son châle plié sur ses genoux comme si elle avait tout le temps du monde. La voix de Michel était sèche. Nous sommes ici pour les effets personnels de papa. Arthur ne s'est pas levé, mais son regard était fixe. Nous serons heureux d'examiner tout ce qui vous appartient légalement, Michel, mais d'abord, il y a quelques points à clarifier. Clara a croisé les bras, ses yeux se posant sur moi. Nous n'avons pas le temps pour des jeux. Marina a tourné l'ordinateur portable vers eux, la lueur de l'écran se reflétant dans ses lunettes. Ce n'est pas un jeu. Ce sont les enregistrements de chaque transaction financière des 4 dernières années où des fonds de l'entreprise ont été transférés sur des comptes contrôlés par vous, Michel. Pas des prêts à l'entreprise, des dépenses personnelles. Le total s'élève à plus de 240 000 €. Rien n'a été remboursé. Elle a appuyé sur la barre d'espace, affichant un autre document. Voici vos accusés de réception signés pour chaque retrait. La mâchoire de Michel s'est contractée, mais il n'a pas parlé. Clara s'est agitée à côté de lui, la première lueur de malaise traversant son visage. Thomas s'est alors levé, ouvrant le journal de bord du port. Sa voix était égale, portant l'autorité calme de quelqu'un habitué à parler par-dessus le vent. Daniel prenait des notes après chaque réunion sur l'avenir du port. En voici une du 12 juin 2019. Il a lu à voix haute les mots exacts de Daniel sur son refus de la demande de Michel de vendre au promoteur, sur le fait de garder le port dans la famille sous ma seule garde. La main de Michel s'est crispée en un point. C'est son écriture, pas sa voix. Vous avez tous déformé. Je me suis avancée alors, sans élever la voix. Tu as peur de perdre la face, Michel. J'ai peur de me perdre moi-même. La pièce est devenue très silencieuse. C'était une phrase que je n'avais pas prévue, mais elle a atterri avec le poids de la vérité. Ses yeux ont vacillé juste une seconde, comme s'il m'avait entendu avant de décider de ne pas le faire. Je suis ta mère, ai-je continué, mon ton stable. Et j'ai passé des décennies à protéger cette famille. Je l'ai fait discrètement, sans demander de reconnaissance, sans rien exiger en retour. Mais ceci, j'ai désigné les papiers, le journal de bord, les gens dans la pièce. Ce n'est pas une question de sentiments blessés. C'est une question de faits. Des faits légaux, documentés. Arthur a fait glisser une enveloppe Kraft vers Michel. Des copies pour vos dossiers. Si vous souhaitez contester, nous serons prêts à répondre au tribunal, mais je vous le déconseille. Clara a ouvert la bouche, mais Éléonore a parlé pour la première fois, sa voix calme et inflexible. J'ai présidé assez d'audiences pour savoir quand un dossier est béton. Si vous insistez, vous perdrez plus que ce pourquoi vous êtes venu. Le regard de Michel a de nouveau balayé la pièce, s'attardant sur chaque visage. J'ai vu le calcul dans ses yeux, le rapide calcul de la fierté contre la probabilité. Il a pris l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Je pensais que tu essaierais au moins de travailler avec nous, a-t-il dit finalement. C'est ce que je fais, ai-je dit, toujours sans animosité. Je te donne la chance de sortir par cette porte avec dignité. Ce que tu en fais dépend de toi. Pas de cris, pas d'insultes, juste la vérité exposée sur la table, aussi indéniable que la marée frappant le rivage à l'extérieur. Il s'est alors retourné, Clara le suivant, la porte se fermant plus fort que nécessaire.
Quand le bruit du SUV s'est estompé sur l'allée, j'ai expiré pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des heures. Je n'avais pas gagné une bataille. J'avais simplement refusé de me rendre, et ça, je l'ai réalisé, était la seule victoire que j'avais recherchée depuis le début. J'ai attendu que Michel ait la main sur la poignée de la porte avant de reprendre la parole. Ma voix était basse, mais elle portait. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, ai-je dit. Il s'est arrêté, les épaules raidies, mais ne s'est pas retourné. Clara a jeté un regard entre nous, la suspicion inscrite sur son visage. Je me suis approchée, me stabilisant avec le dossier d'une chaise. Daniel n'a pas toujours prévu de me laisser l'entreprise. Pendant des années, son intention était de te la transmettre, Michel. Il croyait que ce serait ton héritage. Il en parlait souvent, de la fierté qu'il aurait à te voir continuer ce qu'il avait commencé. Cela l'a fait se retourner. Son expression était sur la défensive, mais il y avait une lueur de quelque chose. De l'espoir, de la confusion, peut-être les deux. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? J'ai pris une lente inspiration. Parce qu'un après-midi, il est entré dans le bureau du port et il t'a entendu. Tu parlais à un promoteur de la vente de la propriété. Pas seulement les quais. Tout. Les cales, l'entrepôt, la station de carburant. La vente aurait vidé la communauté ici. Des dizaines de familles auraient perdu leur gagne-pain. Son visage a changé, le calcul vacillant pour la première fois. C'était juste une conversation, dit-il rapidement. Rien n'était décidé. C'était suffisant pour lui, ai-je répondu. Daniel croyait qu'il fallait garder le port en vie parce qu'il maintenait cette ville en vie. Quand il a réalisé que tu ne voyais pas les choses de cette façon, il a changé le testament, discrètement, sans te le dire, sans le dire à personne sauf à moi. Le silence a rempli la pièce, lourd et ininterrompu. Même Clara est restée immobile, les bras décroisés. Le regard de Michel est tombé un instant, puis s'est relevé, plus perçant maintenant, comme s'il voulait argumenter mais ne trouvait pas les mots. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas élevé la voix ni rempli l'air d'accusation. J'ai laissé la vérité s'installer entre nous, solide et inébranlable, comme Daniel l'avait laissé. Tu penses que c'est une question d'argent, ai-je dit finalement. Ce n'est pas le cas. C'est une question de responsabilité. Daniel m'a confié quelque chose de plus grand que nous deux parce qu'il savait que je ne le vendrais pas pour un gain rapide. Il savait que je protégerais les gens qui en dépendent. La mâchoire de Michel s'est crispée et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait dire qu'il comprenait, mais le moment est passé. Sans un autre mot, il a ouvert la porte. L'air froid du matin est entré, transportant l'odeur de la mer. Il est sorti, Clara le suivant de près, leurs pas s'estompant sur le chemin de gravier. Je suis restée là jusqu'à ce que je ne les entende plus, ma main reposant légèrement sur le cadre de la porte. Je ne l'avais pas convaincu, mais je n'en avais pas eu besoin. La vérité n'était plus enterrée, et je l'avais dite à voix haute, non pas pour le gagner, mais pour me rappeler pourquoi je tenais bon. Quand j'ai fermé la porte, la maison m'a semblé plus silencieuse, mais pas vide. Elle ressemblait à un endroit où la voix de Daniel pouvait encore être entendue, même dans le calme. Et cela me suffisait. Le silence est venu en premier. Pas d'appel, pas de texto, pas de mail laconique. Michel avait complètement coupé les ponts, comme si rompre le lien pouvait effacer les 48 dernières années de notre vie commune. Je lui avais donné naissance, je lui avais tenu la main pendant la rougeole et les lettres de refus des universités. Mais maintenant, il n'y avait qu'un espace vide là où mon fils avait été. Le silence aurait pu être plus facile à supporter s'il n'y avait pas eu les chuchotements. Un matin, en prenant un café au petit bistrot près de la marina, j'ai remarqué deux femmes de la chambre de commerce qui se penchaient l'une vers l'autre à la table voisine. Elles ne m'ont pas vu au début, mais leurs mots portaient juste assez. Elle s'accroche à l'entreprise pour le pouvoir, a dit l'une. J'ai entendu dire qu'elle a mis son propre fils à la porte. Plus tard dans l'après-midi, Thomas est passé et a fermé la porte derrière lui. Clara fait le tour des popotes, dit-il prudemment. Elle ne vous nomme pas directement, mais elle dit aux gens que le port est en difficulté, que vous êtes instable. Le mot a atterri comme une pierre dans ma poitrine. J'avais passé des décennies à me forger une réputation de main sûre et de décision calme. Maintenant, avec quelques insinuations soigneusement lâchées, Clara essayait de défaire tout cela. Je suis restée au comptoir de la cuisine, mes doigts se crispant sur le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'aurais pu la confronter publiquement. J'aurais pu la traiter de menteuse dans les mêmes réunions qu'elle fréquentait. Mais à quoi cela aurait-il servi?
Cela m'aurait entraîné dans l'arène même qu'elle souhaitait, le spectacle public, et je refusais d'entrer sur son ring. Cette nuit-là, je me suis assise à la petite coiffeuse dans la chambre que Daniel et moi partagions autrefois. La barrette en argent qu'il m'avait offerte pour mon 30e anniversaire reposait dans sa boîte doublée de velours. Je l'ai soulevée, sentant le poids familier dans ma main. Elle avait toujours été plus qu'un accessoire. C'était un petit morceau d'armure, un rappel de qui j'étais avant que l'opinion de quiconque n'essaie de me définir. En la glissant dans mes cheveux, captant la lumière de la lampe de chevet, j'ai réalisé que j'accomplissais un rituel. Chaque fois que je quittais la maison maintenant, que ce soit pour marcher sur les quais, assister à une réunion du conseil municipal ou faire les courses, je la portais. Non pas pour faire une déclaration aux autres, mais pour m'ancrer. Dans le calme de cette pièce, j'ai parlé à voix haute une seule fois. Pardonner ne signifie pas que je te laisse recommencer. Les mots étaient pour Michel, pour Clara, et peut-être pour moi-même. Je pouvais pardonner la blessure assez pour vivre sans amertume, mais le pardon n'était pas une porte tournante. C'était une ligne de démarcation. Une fois franchie, cela signifiait que quelque chose devait changer. J'ai commencé à ajuster mes habitudes. Les réunions se tenaient dans mon espace, selon mes conditions. Marina assistait à chaque discussion importante, non pas parce que je doutais de ma propre mémoire ou de ma résolution, mais parce que cela envoyait un message, je ne suis pas seul. Thomas a augmenté sa supervision au port, faisant tourner les opérations si bien que toute rumeur d'instabilité sonnait faux. Les appels de la chambre de commerce continuaient d'arriver. Des invitations polies à éclaircir les choses, à rétablir la vérité. J'ai décliné chacune d'entre elles. S'ils voulaient connaître la vérité, ils pouvaient venir à la source. Je n'irai pas courir après leur approbation. Les semaines ont passé et les ragots ont commencé à perdre de leur éclat. Les gens se lassent quand on ne joue pas le rôle qu'ils attendent. J'ai continué mon travail, payé mon personnel, me suis présenté à chaque obligation, préparé et inébranlable. Le port a prospéré malgré le bruit, et lentement, le bruit s'est estompé. Michel n'appelait toujours pas. Certaines nuits, cette absence ressemblait à une amputation. Mais le matin, quand j'épinglais mes cheveux et que je faisais face à la journée, je me souvenais de ce que Daniel m'avait dit un jour. Tu ne peux pas contrôler le temps, Evie, seulement la façon dont tu navigues à travers. Le temps était rude maintenant, imprévisible, mais mes mains étaient fermes sur la barre, et tant que je me souvenais de mon cap, je n'avais pas besoin de l'approbation de quiconque se tenait sur le rivage. La lettre est arrivée un mardi matin, glissée parmi la pile habituelle de factures et de rapports portuaires. L'enveloppe était adressée à la main d'une écriture nette et inclinée, le papier légèrement usé sur les bords, comme s'il avait été souvent manipulé avant de m'atteindre. À l'intérieur, une seule page pliée avec soin. Madame Moreau, nous voulions que vous sachiez que lorsque le bateau de pêche de mon mari a coulé l'hiver dernier, le fonds d'urgence que votre mari a créé nous a maintenus à flot, au propre comme au figuré. Nous avons pu payer l'hypothèque, garder nos enfants à l'école et reconstruire assez pour acheter un autre bateau. Daniel a sauvé plus que notre gagne-pain. Il a sauvé notre dignité. Merci de poursuivre son œuvre. C'était signé par Grèce et Pierre Caldwell, des noms que je ne connaissais que de loin dans la communauté portuaire. En la relisant, mes yeux ont piqué de cette façon qui vous fait arrêter de cligner, comme si retenir l'instant pouvait l'empêcher de déborder. J'ai posé la lettre sur la table et je suis restée assise un long moment, laissant les mots s'imprégner. Le port n'était pas seulement des quais, des cordes et l'odeur de diesel. C'était le cœur de famille dont je ne verrais peut-être jamais le visage, mais dont les vies étaient liées à ses eaux autant que la mienne. Cet après-midi-là, j'ai sorti la boîte en bois que Daniel m'avait offerte il y a des décennies, celle qui contenait ses lettres, de petits souvenirs et mes propres mots privés. Du tiroir du bureau, j'ai pris une feuille de papier à lettres crème et j'ai commencé à écrire. Michel, il y a des choses que j'aimerais pouvoir te dire sans qu'elles ne sonnent comme des accusations. Tu étais censé avoir cette entreprise, et il fut un temps où nous croyions tous les deux que tu la garderais en sécurité. Mais j'ai appris que la sécurité ne se résume pas au profit. Elle concerne les gens. Et je ne peux pas confier quelque chose construit sur la confiance à quelqu'un qui ne voit pas les mains qui le soutiennent. J'ai fait une pause, regardant l'encre sécher sur la page. Ce n'était pas une lettre que j'enverrais. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais c'était la vérité, et l'acte de l'écrire était pour moi, pas pour lui. Je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée dans la boîte parmi les autres, où elle reposerait aux côtés d'années de pensées inexprimées. Le lendemain matin, le motif du seuil s'est présenté pour la 3e fois. La porte d'entrée était ouverte à un groupe de lycéens et à leurs conseillers,
portant des dossiers et arborant l'excitation nerveuse de ceux qui sont sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. Ils étaient les lauréats de la bourse Moreau Maritime, un programme que Daniel et moi avions lancé, mais qui avait grandi depuis son décès. Entrez, ai-je dit, reculant pour les laisser passer. L'air salin les a suivis à l'intérieur, se mêlant à l'odeur du pain frais qui refroidissait dans la cuisine. Je les ai conduits dans le salon où Marina avait préparé des rafraîchissements et où Thomas avait installé un diaporama de leur future université et apprentissage. Alors qu'ils s'installaient, j'ai senti quelque chose changer. La maison, qui avait si récemment été une forteresse contre la blessure, s'ouvrait maintenant à la possibilité. Il ne s'agissait pas de reconquérir le passé ou de prouver quelque chose à ceux qui avaient douté de moi. Il s'agissait de choisir où mon énergie irait ensuite. J'ai jeté un coup d'œil vers la boîte en bois sur l'étagère dans le coin. Elle contenait mon deuil, mes limites, mes mots non envoyés, mais elle contenait aussi le rappel que certaines choses valent la peine d'être protégées discrètement, régulièrement, sans avoir besoin d'applaudissements. Les étudiants ont ri de quelque chose que Thomas a dit, leur voix claire contre le bourdonnement régulier de la mer à l'extérieur. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé que je ne retenais plus mon souffle. Un nouveau chapitre avait commencé. Non pas parce que j'avais fermé la porte à mon fils, mais parce que je l'avais ouverte à quelque chose de plus grand que la blessure qu'il avait laissée derrière lui. 6 mois plus tard, le rythme de ma vie avait changé. Le port bourdonnait toujours des bruits de moteur, de mouettes et du claquement des cordes contre les poteaux en bois. Mais mes journées commençaient désormais dans un bureau de la Fondation Daniel Moreau. Le nom était peint au pochoir en bleu marine au-dessus de la porte, visible depuis la rue principale. Et chaque fois que je l'ouvrais le matin, je sentais la main de Daniel dans mon dos, me stabilisant. Nous avions élargi le programme depuis la visite de ses premiers étudiants nerveux dans mon salon. Maintenant, la Fondation offrait une aide aux frais de scolarité, des allocations pour les écoles professionnelles et des subventions d'urgence aux enfants des travailleurs du port. Marina, qui gérait autrefois mes finances avec une précision discrète, avait accepté de devenir ma conseillère principale. Elle était au bureau 3 jours par semaine, examinant les candidatures, trouvant de nouveaux donateurs et me rappelant quand je travaillais trop tard. Thomas maintenait le port en parfait état de marche, mais il est aussi devenu le pont entre notre travail et les personnes qu'il servait. Il passait avec des nouvelles, un jeune soudeur qui venait d'obtenir son diplôme, la fille d'un matelot qui avait été accepté dans une université du Nord. Chaque histoire semblait être un petit fil dans le tissu que Daniel et moi avions commencé à tisser il y a des décennies. Éléonore avait pris sur elle d'organiser un hommage annuel à Daniel. Elle disait que le port avait besoin d'une journée pour se souvenir de son histoire et de son cœur. Cette année, l'événement serait plus grand que jamais. Des bateaux décorés de fanions, un repas communautaire sur le quai et un moment de silence pour ceux qui ont péri en mer. Elle avait même convaincu le conseil municipal de dédier un banc au bord de l'eau au nom de Daniel. Le matin de l'hommage, je me tenais devant le miroir de ma chambre. La lumière à travers les rideaux était douce, teintant tout d'un or chaud. Sur la coiffeuse reposait la barrette en argent. Je l'ai prise, la tournant entre mes doigts, le métal frais contre ma peau. Je me souviens de Daniel la plaçant dans mes cheveux pour mon 30e anniversaire. Son sourire chaleureux et fier. À l'époque, c'était un cadeau d'amour. Maintenant, c'était aussi un symbole de résilience, une sorte d'armure silencieuse que je portais dans le monde. En la glissant en place, j'ai étudié mon reflet. Le temps avait laissé ses marques sur mon visage, mais il m'avait aussi donné autre chose. Une stabilité qui venait d'avoir survécu aux tempêtes sans perdre de vue le rivage. Je suis arrivé tôt sur le quai, aidant Éléonore à disposer les tables. Marina s'occupait de la liste des invités, saluant les donateurs et les vieux amis, tandis que Thomas coordonnait l'amarrage des bateaux. L'air était vivant de l'odeur de poissons grillés et de la légère douceur des pâtisseries de la vente de gâteaux communautaires. Quand ce fut mon tour de parler, je me suis approché du microphone et j'ai regardé les visages rassemblés. Familles, pêcheurs, membres du conseil et étudiants boursiers, certains portant déjà l'uniforme de leur voie choisie. Je leur ai parlé de la conviction de Daniel dans le travail acharné, dans l'équité, dans la protection du port, non seulement pour le profit, mais pour les gens qui le faisaient vibrer de vie. Je n'ai pas mentionné les batailles de l'année écoulée. Ce jour n'était pas consacré aux combats ou aux fractures. Il était consacré à ce qui avait perduré. Après les discours, nous avons marché jusqu'au nouveau banc. La plaque indiquait « En mémoire de Daniel Moreau, capitaine, mari, ami. Il a gardé le port en sécurité. » Je me suis assise là un moment, la barrette en argent captant le soleil,
écoutant les vagues et le cri lointain d'une mouette. Le son était à la fois présent et éternel, comme Daniel lui-même. Et à ce moment-là, j'ai su que l'héritage n'était pas seulement dans la fondation, le port ou le banc. Il était dans la manière dont nous continuions, discrètement, régulièrement, ensemble. C'était en fin d'après-midi que l'email est arrivé. L'objet était simple, opportunité de collaboration. L'expéditeur était Michel. Pendant un instant, je ne l'ai pas ouvert. Mes mains reposaient sur le bureau, les doigts touchant légèrement le grain du bois, le curseur clignotant à côté du message non ouvert comme un métronome silencieux. 6 mois de silence s'étaient écoulés depuis qu'il était sorti de ma maison sans se retourner. Pendant ce temps, j'avais appris à vivre sans attendre sa voix au téléphone ou son nom dans ma boîte de réception. Pourtant, la curiosité me tiraillait. J'ai cliqué. Le message était plus long que prévu, écrit sur un ton sec mais poli. Il avait lancé une nouvelle entreprise d'investissement, disait-il. Une série de développements immobiliers en bord de mer dans les villes voisines. Il y avait une proposition en pièces jointes, un PDF élégant avec des projections et des rendus. Il suggérait que nous collaborions, étant donné mon accès unique aux ressources du port et le bénéfice mutuel que cela pourrait apporter. À la fin, une seule ligne se démarquait. Je crois que cela pourrait être une chance pour nous de travailler à nouveau ensemble. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce que j'étais tentée, mais parce que je voulais être certaine du ton. C'était professionnel, mais en dessous, il y avait autre chose. Peut-être la plus légère trace de l'hypothèse que je pourrais être flattée, ou soulagée, ou désireuse de réparer le pont qu'il avait brûlé. Je me suis adossée, laissant le calme du bureau s'installer autour de moi. Par la fenêtre ouverte, j'entendais le léger cliquetis des haubans contre les mâts et le faible murmure des mouettes. C'était mon monde maintenant, stable, ancré, le mien. Il fut un temps où j'aurais peut-être trop réfléchi à ma réponse. J'aurais peut-être pesé comment adoucir les angles, comment laisser la porte juste assez ouverte pour que l'espoir puisse s'y glisser. Mais les limites, avais-je appris, ne sont pas construites pour être ornementales. Elles sont destinées à tenir. J'ai ouvert un nouvel email, mes doigts bougeant avec une certitude qui m'a surprise. Michel, merci d'avoir pensé à moi. Je ne participerai pas, mais je te souhaite le meilleur pour ton projet. J'ai signé simplement, Evelyne. Pas d'explication, pas d'excuse, pas de justification défensive. Juste une ligne claire tracée avec grâce. Avant d'appuyer sur envoyer, j'ai jeté un coup d'œil à la barrette en argent sur le bord de mon bureau. Je l'avais enlevée plus tôt quand le vent s'était levé, mais maintenant je l'ai remise dans mes cheveux. Un petit rituel, un rappel. J'ai appuyé sur envoyer. Le sifflement de l'email partant m'a semblé définitif, mais pas lourd. Il n'y avait aucune satisfaction à le rejeter. Aucun frisson secret à fermer la porte. Seulement du soulagement. Le genre qui vient quand on sait qu'on a agi en accord avec qui on est maintenant. Pas qui on était quand la blessure était fraîche. Ce soir-là, je suis descendu sur le quai. Le soleil descendait vers l'horizon, traçant une ligne de lumière sur l'eau. J'ai pensé que les fins ne s'annoncent pas toujours avec des portes claquées ou des mots durs. Parfois, elles arrivent sous la forme d'un email poli et d'un refus poli. Parfois, elles arrivent discrètement, laissant la place à la paix de prendre racine. Je ne savais pas si Michel répondrait. Cela n'avait pas d'importance. J'avais mon travail, ma maison et une vie façonnée non par le ressentiment, mais par le choix. Et le choix, j'en étais venu à le réaliser, était la forme la plus vraie de la liberté. La cuisine était chaude du doux bourdonnement de la bouilloire, l'odeur de camomille flottant dans l'air. J'étais assise dans mon fauteuil en osier près de la fenêtre, le même endroit où Daniel et moi avions partagé d'innombrables moments de calme. Dehors, le soleil de fin d'après-midi peignait la mer de reflets dorés, et les vagues roulaient avec un rythme qui semblait plus ancien que tout ce que je pouvais nommer. La tasse en porcelaine était chaude dans mes mains. Je l'ai soulevée, laissant la vapeur me frôler le visage, et j'ai pris une lente gorgée. Le thé était doux, réconfortant, stable, tout comme la vie que j'avais construite ces derniers mois. Sur la table à côté de moi, la barrette en argent reposait à côté de la soucoupe, captant la lumière du soleil. Sa surface s'était adoucie au fil des ans, les minuscules égratignures contenant plus d'histoire que n'importe quel grand livre ou contrat. Daniel m'a dit un jour, « L'argent n'est qu'un outil. C'est toi qui tiens la boussole. » À l'époque, j'avais souri et l'avais embrassé sur la joue, ne sachant pas à quel point ces mots compteraient lorsque je serais seule. Maintenant, je comprenais que la boussole ne concernait pas la richesse ou les affaires. Elle concernait la direction,
les valeurs et la force tranquille de choisir son cap même lorsque le vent tourne contre vous. Je me suis adossé, l'osier grinçant doucement, et j'ai laissé mon regard errer vers l'horizon. Le port était calme. Quelques mouettes tournoyaient au-dessus de ma tête, leurs cris aigus dans l'air salé. Quelque part en bas, la marée chuchotait contre les pilotis, régulière comme une respiration. J'ai pensé au long chemin parcouru depuis cette nuit froide à la table de Michel jusqu'à cette pièce silencieuse. Ça n'avait pas été une ligne droite. Il y a eu des moments où j'aurais pu céder. Des moments où j'aurais pu troquer ma paix contre le confort de quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas fait. Posant ma tasse à côté de la barrette, j'ai laissé mes doigts reposer sur les deux pendant un instant. Une main sur la chaleur, l'autre sur le souvenir. La lumière de la fenêtre se déversait sur eux. Et pendant un battement de cœur, j'ai senti Daniel là, avec moi. Non pas comme un fantôme, mais comme la présence stable qu'il avait toujours été, un point de boussole guidant sans forcer. Je sais que certains diraient que j'aurais dû essayer plus fort de réparer les choses avec Michel, de garder la famille unie à tout prix. Mais une famille maintenue ensemble en s'effaçant n'est pas du tout unie. Les limites ne sont pas des murs pour tenir les gens à l'écart. Ce sont les rivages qui vous empêchent de vous faire emporter. Et c'est peut-être pour ça que je vous raconte ça maintenant. Si vous avez déjà eu à choisir entre maintenir la paix et maintenir vos limites, qu'avez-vous choisi? Avant de nous dire au revoir, j'aimerais savoir. D'où regardez-vous? Est-ce un matin calme avec une tasse de café chaud ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun avec gratitude. Et si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne, non seulement pour entendre plus d'histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec moi aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous. À la prochaine.